Oui, ça me fait très plaisir d'avoir comme parrain. Je suis très honorée d'avoir comme parrain le docteur François Rives, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la COP 21 à Paris et qui a accepté très gracieusement d'être notre parrain. Alors, docteur Rives, je vous laisse la parole et ça me fait très plaisir de vous avoir parmi nous. Bien, merci beaucoup, Madame Romano Marianne, de cette gracieuse invitation que j'accepte avec beaucoup d'humilité et de plaisir. Et puis, en fait, pour une première fois ou une rare fois, j'ai pas de PowerPoint parce que ça n'est pas une présentation, c'est une allocution sur quelques minutes pour vous dire à la fois pourquoi je trouve important de supporter des mouvements tels que l'ACUPER et toute la dynamique de l'enseignement m'est absolument vitale. Donc, pour ça, au lieu de faire des présentations avec des grands chiffres, je vais plutôt vous conter un petit peu mon histoire de ma conversion vers l'implication en environnement puis en écologie, parce qu'on peut se dire qu'est-ce que c'est qu'un cardiologue d'intervention fait avec vous ce matin. Et puis, c'est, à mon sens, tout à fait logique, finalement, avec tout le recul qu'on a. Et puis, puisqu'il est question de professeur, il est question de pédagogie, et puis moi, comme professeur, pour finalement aboutir comme professeur agrégé de la faculté de médecine, c'est 28 ans de scolarité, donc l'enseignement, j'y crois. Et puis ça fait 30 ans que je suis professeur de médecine où j'enseigne du bébé docteur jusqu'au fellowship, c'est-à-dire le surspécialiste sur la toute fin de son perfectionnement. Donc j'ai passé ma carrière totalement dédiée à l'enseignement. Il y a beaucoup de professeurs dans ma famille et je crois fondamentalement que la chose la plus importante au monde, c'est éducation, éducation et éducation. Donc, c'est pourquoi je suis très content d'être avec vous. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a été mon virage vert, c'est que, bon, de base, je suis un cardiologue classique d'intervention, c'est-à-dire les procédures de cathétérisme cardiaque pour débloquer, réparer les artères. On est les gars qu'on appelle à 2 heures du matin pour aller déboucher des artères chez quelqu'un en proie à une crise cardiaque en criant time is muscle. Donc ça, c'est l'essentiel de ma vie, plus de la recherche, 42 protocoles de recherche très, très pointus dans le laboratoire de cathétérisme cardiaque. Alors, comment ça se fait que j'ai tout à coup eu cet éveil-là de m'impliquer sérieusement? C'est que, bon, de base, juste par une question de tradition de ma culture, de ma famille et tout, j'ai toujours été très sensible à l'environnement, avant même que je vois le lien très clair entre la maladie cardiaque et la question environnementale. Je suis les rapports du GIEC depuis 1988 et puis c'est comme une espèce de devoir de citoyen d'être au moins au courant de ça. Puis là où j'ai été vraiment frappé que j'avais peut-être quelque chose à dire dans ça, c'est lorsque c'était vers 2015, 2005, pardon, les éditions du CHU Sainte-Justine m'ont demandé d'écrire un livre sur les facteurs de risque cardiaque destiné à la famille. Et puis, bon, on sait que Sainte-Justine, c'est un hôpital pédiatrique qui a diffusé énormément d'ouvrages de vulgarisation avec à peu près tous les professionnels de Sainte-Justine pour la famille. Par exemple, l'asthme chez les enfants, l'aide aux devoirs, etc. Et puis là, ils ont décidé d'élargir un peu leur champ en diffusant pour la famille globale, pas seulement la pédiatrie, mais la famille globale. Et puis, ils trouvaient que la maladie cardiovasculaire, c'était un bon sujet parce qu'effectivement, lorsqu'on soit nos patients à 62 ans, gros tabagique, hypertendu, diabétique, gros comme un voleur, sédentaire et tout, c'est un peu tard. On répare les choses, on va faire vivre les gens jusqu'à 80 ou 90 ans néanmoins, mais par contre, ils ont été malades pendant tout ce temps-là, et puis ce que Sainte-Justine voulait, c'est attaquer au niveau de la famille. Donc, c'est cette approche de facteur de risque. Et puis là, je me suis mis à lire des trucs qu'un cardiologue d'intervention ne lit pas d'habitude, c'est-à-dire la littérature de santé publique. Et j'étais absolument ahuri en revisant des données pour voir que, aujourd'hui, ça a été confirmé. C'est le modèle cardio-environnemental que j'ai développé il y a à peu près une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, on sait que la pollution atmosphérique, c'est le premier tueur de la planète avec 8 à 9 millions de décès excédentaires. Et on se rend compte que ces décès excédentaires sont majoritairement cardiovasculaires, c'est-à-dire plus de morts subites, plus d'infarctus, plus d'AVC, plus de conditions de maladies chroniques. Et que plus encore, c'est que cette pollution atmosphérique, ça tue ça touche toutes les étapes du développement, à savoir du ventre de notre mère jusqu'au troisième âge. On sait que plus les enfants qui sont exposés à des hauts taux de pollution atmosphérique ont plus de problèmes d'apprentissage, ont plus de crises, d'épisodes psychotiques à l'adolescence. Et on sait que chez les personnes plus âgées, que la pollution atmosphérique, elle, va entraîner plus de démence, plus d'Alzheimer, plus de Parkinson. Tout ça, c'est extrêmement bien documenté.
Mais pour revenir à la cardiologie, donc, c'est là que je réalisais qu'il y avait vraiment un impact de l'environnement sur la santé cardiovasculaire. Et moi, le déclic, c'est lorsque j'ai vu les taux de mortalité cardiaque d'un pays à l'autre, en Europe particulièrement, puis je voyais que la variante, elle était de 10 pour 1. C'est-à-dire qu'à Genève, en Suisse, le taux de mortalité cardiovasculaire chez un homme de 25 à 64 ans, il est de 70 par 100 000 habitants. Or, si vous allez à Moscou, ce taux-là, il est de 700 par 100 000 habitants, 10 fois plus de mortalité cardiovasculaire chez les hommes de 25 à 64 ans en Russie par rapport à la Suisse. Et puis, on voyait que les facteurs de risque classiques, que sont tabac, hypertension, diabète, etc., ne suffisaient pas à expliquer ces différences-là. Puis quand on se rabat simplement sur la dimension environnementale, c'est là qu'on voit que oui, c'est là qu'il y a toute la différence parce qu'on se rappelle que les anciens pays de l'URSS, les lois de protection de l'environnement, il n'y en a pas. C'est le gros charbon, c'est le gros mazout lourd, c'est le gros diesel et puis aucune préoccupation pour avoir vécu ces conditions-là lorsque j'étais présenté notamment en Russie. Et finalement, pour développer dans Planète Cœur que j'ai publié en 2011, le modèle cardio-environnemental et les 4 grands déterminants de l'impact de l'environnement sur la santé cardiovasculaire, bon, on sait qu'il y a notre génétique, ce qu'on est, ce qu'on reçoit de nos parents. Il y a nos habitudes de vie, nommément sédentarité, obésité, tabagisme. Mais dans les facteurs de risque extérieurs, je vous dirais que les 4 grands majeurs sont d'abord ce que j'appelle les nano-agresseurs aériens, c'est-à-dire les polluants atmosphériques générés par les combustibles fossiles. Chaque fois qu'on part notre voiture, on émet dans une voiture à essence, j'entends bien, puis je signale que je roule électrique depuis 6 ans précisément pour ça. Mais donc, une voiture à essence, quand vous démarrez, vous émettez dans l'air des particules fines, du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, de l'ozone, et tout ça, c'est toxique, ça induit une inflammation systémique dans notre système au complet. Donc, premièrement, les nano-agresseurs aériens. Puis le point commun avec les changements climatiques, il est direct, à savoir que c'est la même source, c'est la même problématique. Si on veut éliminer ces mortalités, c'est-à-dire 8 à 9 millions par année au monde, de la pollution atmosphérique, c'est en éradiquant les combustibles fossiles et en envoyant tout notre pan de besoins énergétiques uniquement dans le renouvelable, à savoir l'éolien, le solaire, la géothermie et l'hydrolien. Et puis tout ça, c'est qu'on est capable actuellement de faire ça et d'arrêter de brûler du fossile qui, à la fois, entraîne nos changements climatiques. Je n'ai pas besoin de citer à tout le monde tout ce qui se passe dans les régions de Lighton, notamment, où c'est vraiment une catastrophe monumentale qui était inimaginable il y a seulement un an. Un peu comme la grande canicule qui avait fait 70 000 décès, ça c'était en 2003, en août 2003. Le mois d'avant, personne n'aurait pu s'imaginer qu'une catastrophe pareille arrivait. Or, le point commun, justement, du point de vue du cardiologue, c'est que ces sacrés combustibles fossiles, ça entraîne 9 millions de décès. Si on parle du Canada spécifiquement, Santé Canada a fait un rapport tout récent, tout frais. C'était au printemps 2021 et Santé Canada estime que c'est 15 000 décès excédentaires tous les ans, dont 4 000 au Québec. Mais surtout, c'est le chiffre qui m'a encore plus impressionné. 120 milliards de dollars de santé et invalidité dus uniquement à la pollution atmosphérique tous les ans au Canada. 120 milliards de dollars. Et ça, ce chiffre-là, ça vient de Santé Canada. C'est vraiment pas des excités, ces gens-là. Et en se faisant la collection des centaines d'études par des milliers d'experts qui aboutissent à ce résultat-là. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas seulement regarder les morts, mais ceux qui souffrent de la naissance jusqu'au 3e âge, et c'est beaucoup plus important qu'on aurait pu se l'imaginer. Ensuite, ben, la question dans la question du modèle cardio-environnemental, j'en parle pas ici tellement, mais l'alimentation, on comprend que c'est extrêmement important. Puis de façon directe, c'est que tout ce qui est aliment hyper transformé, ça entraîne des syndromes cardio-métaboliques qui se potentialisent avec la pollution qu'on respire pour induire de l'athérosclérose, des blocages. Et puis l'urbanisme, forcément, comme 4e point majeur, comment est-ce que les villes sont dessinées de façon à favoriser ou pas les activités physiques et le transport actif. Donc, au total, pour faire une synthèse de tout ça, c'est pour ça que le cardiologue s'intéresse à la pollution atmosphérique, au changement climatique, tant pour les effets directs des polluants que les effets indirects dus au changement climatique dû à la combustion des gaz à effet de serre qu'on a. Et ce que j'aime dans cette approche-là, c'est qu'on remet l'humain au centre de l'environnement, à savoir que souvent, quand on entend parler de l'environnement, on va parler de la fonte des banquises, on va parler de l'ours polaire, mais quand vous comptez ça à un ministre, un politicien, un décideur,
on écrase une petite lampe, puis le lendemain, c'est business as usual. Mais quand en même temps, pour les mêmes raisons, on leur apprend que oui, ça cause des milliers de mortalités, millions de mortalités, ça cause des maladies, ça entraîne vraiment des souffrances inutiles simplement par un choix de mode d'énergie. Ben, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus clair. C'est que la cause de l'ours polaire puis la cause de l'humain dans un centre-ville pollué à manger du fast-food se rejoint par cette question des combustibles fossiles. Donc, ce pourquoi je suis extrêmement ravi qu'on m'ait invité pour faire le lancement de cette journée qui va être, j'ai regardé le programme, c'est absolument extraordinaire, toutes les facettes, et on n'a pas le choix de travailler vraiment en multidisciplinarité, en interdisciplinarité, d'abandonner les silos. C'est une évidence pour moi que lorsqu'il y a ce mariage des différentes sciences, c'est la meilleure façon d'aborder. Donc, de passer de la philosophie jusqu'à la cardiologie d'intervention en passant par toutes les sciences de la Terre, toutes les sciences de la toxicologie de l'environnement, ben, c'est un vrai plaisir et je vous souhaite d'avoir une session extrêmement fructueuse aujourd'hui. Mais merci beaucoup de l'invitation. Voilà.